Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Ça, cette fois-ci, c'est Info Politique. On va parler de quelqu'un qui est arrivé à La Réunion il n'y a pas si longtemps, parce qu'il est arrivé en début de semaine. On va parler de Kémy Séba. En tout cas, dans le Landerneau, en tout cas au niveau des associations, surtout après les événements Gilets jaunes, beaucoup attendent de cette visite quelque chose de particulier, savoir un petit peu cette revendication, revendiquer la part d'africanité de la Réunion, qui n'est pas, c'est vrai, quelque chose de réel tous les jours, mais surtout ce qu'on appelle le respect de l'individu, le respect de ce que revendique depuis l'abolition de l'esclavage à la Réunion en 1948, revendiquer sa part d'humanité dans ce monde qui est quand même colonisé, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Donc on va en parler avec Kémy Séba. Bonsoir. Bonsoir. On va d'abord commencer par vous présenter. Qui est Kémy Séba? Parler de moi est la chose que j'aime le moins, mais on va dire que je suis donc Kémy Séba, journaliste. Mais vous êtes le mieux placé. Ça dépend. Journaliste politique, pour diverses chaînes importantes d'Afrique francophone, Golf TV, Vox Africa. J'ai été directeur général d'une chaîne importante en Afrique centrale qui était Afrique Média. Mis à part ça, je suis surtout le président d'une ONG qui se fait beaucoup entendre en Afrique francophone et dans la diaspora, qui est l'ONG Urgence Panafricaniste, une ONG qui s'appuie à la fois sur la problématique de la justice sociale, qui propose un certain nombre de programmes pour aider les populations en état d'extrême précarité, et de l'autre côté, l'aspect pour lequel notre ONG est la structure la plus connue dans son domaine, c'est qu'elle lutte contre le néocolonialisme et pour la souveraineté de nos populations africaines et afro-diasporiques de manière générale. Et à côté de ça, je suis essayiste, auteur de 4 ouvrages sur la conscience noire et sur le panafricanisme de manière générale. Alors là, j'allais dire que quand on regarde le parcours, en tout cas ce qu'on voit sur Internet, ça a été un peu virulent au départ, parce que Qu'est-ce qui explique qu'au départ, il y a eu cette volonté, il y avait un peu de, pas de violence, mais de virulence. Je dis de virulence parce qu'on avait l'impression que Kémy Séba avait du mal à se faire entendre. Non, virulence, tout dépend de quel côté du manche on se place. Non, pas dans les propos, mais dans la façon de dire, écoutez quand même ce qui se passe. Je réponds en disant que virulent, tout dépend de quel côté du manche on se place, parce que, vous savez, en France, c'est un pays qui se prétend être le pays des droits de l'homme, mais qui généralement met une partie des droits de l'homme au-dessus d'autres, et il y a toute une autre partie de la population qui n'accède pas à ce principe-là, qui n'est qu'un principe théorique, mais certainement pas pratique. Et donc, partant de ce principe-là, inexistant dans le réel, eh bien, quand vous voulez vous faire entendre, vous êtes obligé parfois de durcir le ton. Et c'est quelque chose, si c'est à refaire, que je referai 1 milliard de fois. Quelque part, on a diabolisé Kémy Séba. On continue à le faire en Occident, mais dans le même temps en Afrique, fort heureusement aujourd'hui, je pense qu'on est considéré pour ce que nous sommes. Tout dépend de quel côté là aussi on se place. Par la population, par les médias, en tout cas, on a une très très bonne réception du message, très bonne. Il faut dire que je suis aussi journaliste politique, sans doute peut-être que ça aide, mais pas seulement. Et à côté de ça, parmi les élites africaines qui bien souvent sont les valets de l'oligarchie française, il est évident qu'on est considéré comme une menace, mais même dans le cadre de la menace, c'est une menace qui est vue dans le respect, parce que c'est plus de la crainte que l'on suscite chez les puissants en Afrique francophone, parce qu'ils savent qu'on a une grande partie de la population derrière nous. Vous êtes né en 1981 ? Tout à fait. À Strasbourg ? Tout à fait. Vous êtes franco-béninois ? Tout à fait. Père docteur, je crois, et maman infirmière, oui, c'est ça? Alors ça, c'est une cartographie qui ne représente pas forcément le réel. C'est ce que les gens aiment faire comme raccourci. Mon père est médecin, l'un des plus brillants de sa génération, je pense. Ma mère, cadre infirmière. Mais mon père a été un médecin qui a été ruiné dès le départ, puisqu'il a ouvert un cabinet dans un des patelins de France où être noir n'était pas à la mode. Et il a mis de très nombreuses années à pouvoir revenir sur ses dettes, ce qui fait que, et même le retard qu'il a pris par rapport à son endettement a fait qu'il n'a pas eu la carrière médicale qu'il aurait dû avoir. Et donc on a beaucoup vécu comme la classe moyenne, et il y avait des collègues de sa promotion qui avaient de moins bons résultats que lui et qui ont une vie bien meilleure. Mais ça ne nous a pas empêché en tout cas de connaître, à défaut de connaître le racisme social, de connaître en tout cas le racisme racial en tant que tel. Ce qui explique un petit peu aussi, quand on regarde l'enfance de Kémy Séba, ça explique un petit peu que derrière il y a cette revendication-là. Votre enfance n'a pas été non plus très... j'allais dire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ah non, c'est un euphémisme, mais je pense que c'est le cas de millions d'afro-descendants
qui, lorsqu'ils vivent dans un monde où ils sont, entre guillemets, prétendument une minorité, on leur fait sentir cela dès le plus bas âge. Et je pense que les expériences de la vie jalonnent le parcours d'un individu et le façonnent pour que celui-ci puisse devenir ce qu'il se doit d'être. Donc ce sont des expériences, j'ai connu la négrophobie tôt, et connaître la négrophobie tôt m'a fait connaître aussi la négritude tôt, et m'a fait comprendre ce qu'était l'africanité dans son intégralité. Et ça m'a permis de réfléchir de très nombreuses années, de faire maturer cela pour arriver quelque part à un résultat qui était que j'avais dédié ma vie à défendre le droit de mes semblables. Je dis parler de l'africanité des Réunionnais, de la Réunion. Je regardais une compétition de football avec les moins de 21 ans, et je regardais les faciès de l'équipe de France. De l'équipe de France, Oui, j'ai cru voir l'Afrique de manière générale. Et je reviens à ça, pourquoi ? Parce que quelque part, cette élite-là, pour le foot, est acceptée, reconnue, et alors que quand on est enfant, on est adolescent, on est dans son quartier, en métropole, on sent que c'est pas la même acceptation, on n'a pas la même intégration ou assimilation. Non, bon, c'est vrai que c'est des débats objectivement que j'ai un peu dépassés, mais qui sont importants d'être soulignés. Je le concède parfaitement. La France, comme l'Occident de manière générale, ne veut pas laisser dans des postes, on va dire, ultra stratégiques pour elle, ne veut pas laisser les populations afrodescendantes accéder à ces endroits-là, où elle les laisse accéder en minorité. Mais il y a des endroits où elle laisse l'égalité des chances. Le sport, la musique. Et quand c'est l'égalité des chances, bien souvent... Déjà la culture, d'une manière générale. Oui, et encore la culture, tout dépend jusqu'à quel niveau. Voilà. Donc c'est les endroits où l'égalité des chances est réelle, généralement ils sont supplantés, parce que notre peuple a du talent. Et les endroits où l'égalité des chances n'est pas présente, bien forcément, on a l'impression qu'ils sont sur-représentation. Et quand je dis eux sont sur-représentation, je parle de l'oligarchie française de manière générale. Mais vous savez, je pense que c'est l'adage de ma vie, de l'ostracisation de l'homme par l'homme, naît la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Et donc, je ne fais pas partie, et notre ONG ne fait pas partie de ceux qui aiment se plaindre ou être dans la complainte perpétuelle par rapport à une exclusion. L'exclusion, je vais même être dans la provocation, est une chance. Parce que quand quelqu'un vous exclut, vous donne la possibilité de vous organiser par vous-même et de ne plus jamais dépendre de lui. Et c'est un petit peu l'état d'esprit, d'indépendance d'esprit qui est le nôtre. Je vais faire un raccourci, ou plutôt un parallèle. Ça fait un peu penser aux marrons, avant l'abolition de l'esclavage à La Réunion, quand il partait, il créait sa société, il créait sa famille. Tout à fait. Et c'est quelque chose que aujourd'hui, il faut être dans cette revendication-là d'exister là où on est, mais d'exister en tant qu'individu, avec ses origines, ses racines, avec ce que ses ancêtres ont transmis aussi. Je le pense fondamentalement. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'arbre sans racines. Et il n'y a pas d'individu sans connaissance de son histoire. Il n'y a pas d'individu sans connaissance de sa tradition. Il n'y a pas d'individu sans connaissance de son paradigme. Et donc, il est évident que notre population, pour exister dans ce concert des nations globalisées, se doit d'être enracinée sur son propre tissu civilisationnel, quoi qu'on en dise. Alors, dans des endroits comme La Réunion, cela peut paraître à première vue compliqué parce qu'il y a eu tout un travail d'aliénation. Quand on parle d'aliénation, on parle de rendre quelqu'un étranger à lui-même, alien, étranger, nation, donc étranger à sa nation. Mais dans le même temps, on est dans un monde où la globalisation de l'information a ses excès, ses mauvais côtés, mais permet aussi pour celui ou celle qui le veut d'avoir accès à la connaissance directe de soi-même. Et donc, je suis beaucoup plus optimiste qu'on ne peut le croire. Je fais beaucoup de points communs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, entre la situation de notre population à La Réunion, la situation de notre population au Brésil, où ce sont en surface des pays qu'on dit être des démocraties raciales, des pays du vivre ensemble, où en réalité c'est du vivre séparément. Je reviens là-dessus. À quel moment Kimi Seba s'est dit que la bataille ne doit pas, pour cette panafricanité, ne doit pas être dans la revendication, mais dans la construction. Parce qu'à un moment donné, quand on lit le parcours de Kimi Seba, on voit qu'il prend conscience que c'est à lui de bâtir ce monde, un peu comme disait Gandhi, c'est de devenir le rêve, de rêver le monde qu'il voulait, mais de devenir ce rêve-là. À quel moment Kimi Seba s'est dit que finalement, aujourd'hui, il faut construire ce monde plutôt que de le revendiquer aux autres? Gandhi, grand personnage qui a aussi tenu des propos négrophobes, c'est pour ça que je le mets en parenthèse. Tout à fait, également aussi. Non, je suis mais ça n'empêche pas qu'on peut faire le tri dans les bêtises qu'il disait, dans les choses sages qu'il disait. Sinon j'aurais pu prendre Nietzsche.
Nietzsche qui disait aussi des bêtises, mais qui était quelqu'un de très brillant, par ailleurs. Mais qui était quelqu'un de très brillant, qui m'a inspiré sur certains points, mais beaucoup moins sur d'autres. Non, pour reprendre votre propos, je pense que depuis le départ, j'ai toujours considéré, je suis rentré dans l'activisme politique en 1999. J'avais 18 ans, à un âge où beaucoup sont en boîte de nuit, etc. J'ai arrêté tout ça très tôt pour m'engager, pour dédier ma vie à cela. Et j'ai très rapidement compris qu'il y avait un temps pour l'opposition et un temps pour la proposition. Alors certains commencent par la proposition uniquement, mais sont inaudibles. Parfois, quand vous voulez proposer, on ne propose pas sur du sable mouvant. Donc vous devez dénoncer le terrain qui n'est pas un vrai terrain sur lequel vous êtes appuyé. Parce que construire une maison sur un sable mouvant, c'est aller à l'échec. Donc j'ai été dans une démarche d'exposer les problématiques que j'estimais être viscéralement dangereuses pour notre population. Et par la suite, on a été dans une démarche aussi d'accompagner cette opposition jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas devenus des gens simplement qui proposent, mais cette opposition de la proposition d'une démarche alternative, sociale, politique, parce qu'on ne juge pas quelqu'un uniquement ce contre quoi il se bat, mais aussi sur la manière dont il est capable de proposer d'autres voies, d'accord, pour échapper au cancer que son peuple subit. Ce qu'a fait Martin Luther King, qui disait qu'il faut vivre comme des frères et non pas pour ne pas mourir comme des idiots. Bon, Mandela, je pense qu'à la fin... Ou Mandela, qui disait que l'amour vient plus facilement au cœur. Bon, quand on parle de Mandela, je me souviens plus de Winnie, qui me parle un peu plus. Ça, c'est personnel. Et plus revendicative, quand même. Oui, qui était plus, à mon sens, dans le réel, mais c'est une perception très subjective, évidemment, des choses. Et de l'autre côté, en ce qui concerne Luther King, bon, il a un petit peu changé de discours à la fin de sa vie. Je vais vous donner une autre citation, parce que je suis aussi un très grand passionné d'histoire, où lors de l'une de ses dernières discussions avec Harry Belafonte, il demande si lui, qui prônait la fraternité de manière aveugle même, croyait aveuglement l'humanité, s'il n'avait pas, à force de prôner l'intégration, fait rentrer sa population dans une maison en feu. C'est-à-dire que la civilisation occidentale dans laquelle il essayait de faire rentrer son peuple, qui était une civilisation de décadence, une civilisation de dégénérescence politique, culturelle, intellectuelle, de manière générale, et sur le terrain des droits, qui était une civilisation de négation des droits de son peuple, et s'il n'avait pas fait rentrer son peuple dans une maison en feu, quand on voit comment notre peuple se fait tirer dessus comme des lapins aux États-Unis, ou comment notre peuple se fait marcher dessus un peu partout, y compris à La Réunion, où une minorité de la population est dans une capacité d'ostraciser la majorité des nôtres, on se rend compte que peut-être qu'en effet, il avait raison de dire qu'il avait fait rentrer son peuple dans une maison en feu. La question est toujours la même chose, entre l'intégration et l'assimilation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'intégration, la séparation. Et quand on parle de séparation, c'est pas l'apartheid, on entend par séparation le fait de couper le cordon ombilical et de se former, de se constituer sa propre puissance. Là, on attend par séparation le fait que quand une population représente 95% de la population, mais qu'elle vit dans des conditions de délabrement social, culturel et autres, il est il est nécessaire pour cette population de se regarder dans une propre glace et d'observer aussi bien ses forces que ses faiblesses, faire le travail qu'il faut pour redevenir puissant. Et donc, intégration aujourd'hui ne marche absolument pas. Ça marche pour certaines populations, et encore, ce n'est pas de l'intégration pour certaines populations, c'est de l'infiltration. Mais pour notre population au visage cramé, on n'arrive pas à se faufiler dans des endroits où on n'a pas naturellement à y être. Il faut qu'on se constitue notre propre pouvoir. Les marrons l'ont illustré, l'ont prouvé et l'ont fait de la meilleure des manières. On viendra sur l'esclavage après, mais juste tout à l'heure dans les premières réponses, c'est de dire que finalement, il y a tous ces dirigeants africains qui ont été formés aux écoles nationales de France, qui ont été pour certains, des valets de cette colonisation. Aujourd'hui, le constat, enfin, pas aujourd'hui, mais je pense que Kémy Séba a fait ce constat un peu plus tôt, ces gens, justement, qui collaborent avec l'auteur de cette colonisation, ils sont beaucoup plus, j'allais dire, l'adversaire que le colonisateur lui-même, parce que quelque part, c'est de trouver les partenaires avec qui construire cette nouvelle Afrique. Il y a un adage qui dit qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc à partir du moment où on a des gens qui sont censés être
des protecteurs de la population et qui sont quelque part des proxys des forces exogènes, il est évident que par conséquent, avant de s'occuper des attaques de l'extérieur, il faut être capable de boucher les trous chez nous pour qu'on ne soit pas une passoire, mais une muraille. Et en partant de ce principe, pour répondre à votre question, bon, je précise aussi que certains sont nés et ont fait toute leur scolarité en Afrique, mais sont des grands traîtres aussi à leur population. Je prends l'exemple de Macky Sall, qui n'a pas eu besoin d'étudier à l'extérieur, mais qui est l'un des plus grands criminels politiques. On va juste rappeler Macky Sall, qui est le maquillage sale de l'impérialisme français, président du Sénégal, et qui, en effet, bafoue tous les droits liés à l'autodétermination de sa population, qui est l'un des plus grands serviteurs aujourd'hui du néocolonialisme français. Et c'est sûr que quand on observe la manière dont il fonctionne, on se rend compte que ce n'est pas qu'un problème d'avoir étudié à l'extérieur ou à l'intérieur. Il a étudié chez lui, mais il a plus que jamais trahi tous les principes inhérents à sa patrie et à l'Afrique de manière générale. Donc il y a, je pense aujourd'hui, un idéal. Il faut bien qu'on comprenne aussi que les dirigeants qui décident de servir la France ou l'oligarchie française, ça part d'un principe, d'un contrat qui sont les accords de coopération. Les accords de coopération, c'est à la fin de la prétendue colonisation. Général de Gaulle, qui est présenté comme un héros ici, mais qui est un criminel de guerre pour bon nombre d'Africains, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, avec son bras droit, le parrain du colonialisme français, Jacques Foccart, ont décidé d'architecturer un nouveau système de prédation. Jacques Foccart, qui était à l'époque à l'Élysée, et le monsieur Afrique de... Tout à fait. On a d'ailleurs donné une cellule pour qu'il puisse travailler sur ce terrain avec l'Afrique, et donc il a architecturé une nouvelle façon, il a conceptualisé une nouvelle manière de piller le continent, en étant cette démarche, cette fois-ci, de coopter des dirigeants africains, de telle sorte que le passage du colonialisme au néocolonialisme sera le passage en réalité de dirigeants blancs qui mataient la population noire à des dirigeants noirs proxy de dirigeants blancs qui materaient la population noire. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui, en échange d'un accès illimité aux ressources du pays, c'est pour ça qu'ils ont 100 000 villas, 400 000 voitures, etc., et une ribambelle de personnes à entretenir, en Suisse ou ailleurs, etc. En plus de ça, il laisse la possibilité aux autorités françaises de pouvoir puiser dans les ressources minières de nos populations, de nos territoires de manière générale. Donc c'est une répartition des tâches, des rôles. Et quand ces dirigeants sont en danger vis-à-vis de la population, ils peuvent compter sur la présence française à la fois pour truquer les élections, à la fois pour les protéger militairement, etc., etc., etc. Et quand des candidats sont en désaccord avec cette réalité-là, qu'ils accèdent aux postes de responsabilité, il y a des coups d'État ou des déstabilisations qui sont effectuées, comme ce cancer occidental politique le fait partout. D'une façon générale, bon, je vais terminer sur cette posture-là, c'est-à-dire le fait que finalement l'argent, parce qu'on le voit également autour de nous, dans l'océan Indien, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, et tout homme, tout individu se laisse prendre à cette envie d'avoir un peu de pouvoir, d'avoir de l'argent. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est aussi, j'allais dire, étirée dans tous les sens, parce qu'il y a des gens qui acceptent cet argent-là, qui oublient qu'ils sont là au service d'un peuple et d'un pays. Alors, moi, je suis un anticapitaliste viscéral, de toute façon, ça c'est quelque chose de réel, ce qui ne fait pas de moi un marxiste, très loin de là, parce qu'on était dans une démarche de partage et de solidarisme. De toute façon, sur l'économie, aucun système n'a marché à ce jour. Non, aucun. Je suis le premier à vous dire que ce soit le marxisme, le socialisme, le capitalisme, le néolibéralisme, de manière générale, rien ne marche. Je dis juste qu'aujourd'hui, le néolibéralisme est l'ultime forme du colonialisme, parce qu'il a poussé à détruire le tissu social et traditionnel et différents peuples pour pousser les populations, structurellement parlant, à l'individualisme. Mais pour revenir sur votre propos en ce qui concerne l'argent, aujourd'hui, on est dans une dichotomie où c'est soit le nerf de la guerre ou la guerre des nerfs. Et moi, je pense que toute personne qui est face à ça, même quand il le réprouve, quand moi je brûle le billet avec mon ONG, il y a 2 ans de cela, d'ailleurs j'aurai un procès prochainement en appel au Sénégal, toujours pour cela, j'avais été acquitté en première instance, et la Banque centrale, l'institution la plus puissante d'Afrique de l'Ouest, veut me poursuivre parce qu'elle veut me faire payer cet acte-là en tant que tel. Quand je brûle ce billet, ce n'est pas simplement pour protester contre le franc CFA, c'est pour protester contre un système global, qui est le système du capitalisme, qui a plus que jamais vassaliser nos populations. Mais je pense que toute personne ne réagit pas de la même façon aussi par rapport à l'argent.
vous pouvez ne pas, même en ayant accès à cette réalité, ne pas abandonner vos idéaux. C'est là où moi j'en veux profondément à nos populations, à nos dirigeants plutôt, excusez-moi, à nos présidents, à nos responsables politiques, qui face à l'argent ont décidé d'oublier leurs principes. Vous pouvez être dans une démarche, même si c'est dans une logique de compromission, mais de toujours prioriser votre population, chose que nos dirigeants ne font pas aujourd'hui. Et donc c'est là où un problème fondamental se pose. Maintenant, il est vrai que nous, dans la philosophie économique qu'on a pu développer, c'est l'ALODO, le solidarisme africain, qui n'est rien d'autre qu'un socialisme endogène qui existait bien longtemps avant que Karl Marx et sa longue et belle barbe puissent exister. On avait nos propres façons de fonctionner, de partager, et le néolibéralisme est en train, il est vrai, de briser cela. Mais c'est pour ça que les villages sont des endroits où ce sont encore des poches de résistance, le retour à la terre, comme nous dirait l'autre, au sein de nos populations, dans la diaspora ou sur le continent. Et je pense que c'est sur ce terrain-là que l'on doit être capable de réfléchir. Julius Nyerere parlait du villageoisisme, ce qu'on appelle l'Ujamaa, d'accord, qui était là aussi un socialisme endogène, mais qui n'a pas pu mettre en place jusqu'au bout, parce que bien évidemment à cette période-là, il y a eu beaucoup d'obstacles aussi pour qu'ils puissent le faire. Mais je pense qu'il y a une voie sur laquelle on se doit de réfléchir, et progressivement on devra s'éloigner de l'argent, mais en attendant on est obligé de faire avec la plantation dans laquelle on est. Pour la quitter, il faut être capable de la connaître. C'est un paradoxe parce que l'Afrique est le dernier continent que l'économie veut conquérir. On voit les Chinois débarquer. Trump a même dit il y a quelques temps il faut de nouveau coloniser l'Afrique. Ça, je sais, bon, je méprise Trump, je pense à un degré stratosphérique, mais je suis pas sûr qu'il... Ça fait partie des fake news, je suis pas sûr qu'il ait dit ça, mais c'est encore autre chose. En tout cas, c'est l'information qui est sortie. Aujourd'hui, comment l'Afrique, dans son ensemble, doit regarder l'avenir? Est-ce que d'abord un travail sur soi, retrouver ses valeurs, ses principes, ses racines, pour pouvoir accueillir dans les conditions que pourrait définir l'Afrique elle-même, pour justement accepter que cette économie entre, mais profite aux Africains, et à l'Afrique? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Je suis en train de regarder votre belle moustache. Ça, c'est gentil. Non, je disais, comment faire en sorte... Quel travail d'abord, après, parce que je viendrai sur la réunion, quel travail faire sur les dirigeants, dans le comportement, sur les principes, dans les valeurs, sur le peuple africain, pour que ce peuple retrouve ses valeurs et ses principes, pour que puisse de nouveau avoir la solidarité, et après accueillir de manière positive pour le continent africain cette économie qui, de toute façon ou d'une autre, viendra frapper à la porte de l'Afrique. Les dirigeants, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sensibiliser? C'est les changer. Je pense que c'est la meilleure façon de s'assurer. Il faudra quand même des dirigeants à un moment donné. L'être humain sera à la direction. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut les changer pour qu'il y ait d'autres dirigeants. Parce que c'est ça la réalité. Il faut les former alors? C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que le laboratoire de la politique de demain, c'est la société civile. Et donc, il faut être capable de former politiquement des gens. C'est ce que notre ONG, qui en réalité est un parti métapolitique, c'est la première branche de résistance de bon nombre de sociétés civiles aujourd'hui, eh bien, que nous soyons capables de former des gens qui progressivement vont accéder à des postes de responsabilité et vont disséminer au sein de ces instances-là un discours qui sera en harmonie avec notre réalité. Aujourd'hui, c'est Zbigniew Brzezinski, l'un des plus grands théoriciens américains de l'impérialisme américain, qui disait que le passage du XXe siècle au XXIe siècle serait le passage du centre de gravité de pouvoir qui initialement était aux mains des élites et qui progressivement irait au sein du peuple. Et c'est ainsi qu'ils ont architecturé la société civile. Parce qu'ils se sont dit qu'il fallait encadrer cette masse-là qui tôt ou tard accéderait à la direction du pouvoir. Et on le voit au XXIe siècle, Podemos en Espagne, avec toute expérience limite que ça peut être, le mouvement 5 étoiles en Italie, etc. Et les gilets jaunes qui ne sont pas encore à la voie du pouvoir, mais ce sont des structures, des mouvements qu'on appelle, que les médias, mensonges, appellent populistes, mais qui sont en harmonie avec, alors le cas des gilets jaunes à La Réunion, c'est encore autre chose, donc je mets ça en parenthèse, mais je parle de la France, mais qui sont en harmonie avec peut-être certains desiderata d'une certaine partie de la population. Et donc, par rapport à ça, par rapport à cette réalité, dans certaines contrées de ces mouvements citoyens, certaines voix ont accédé à des postes de responsabilité et aujourd'hui donnent le ton par rapport à l'avenir de la population. Moi, je pense que c'est sur ce terrain-là que nous devons travailler. C'est ce que nous faisons. Nous avons des soutiens de l'ONG Urgence Panafricanisme. On a notre candidat en Mauritanie qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles, qui est le prix des droits de l'homme de l'ONU 2013, Biram Dahabed, qui est l'un de nos plus grands partenaires, l'un de nos plus grands collaborateurs, qui est membre à titre individuel de notre structure, qui est l'un des symboles de la lutte contre l'esclavage des Arabes contre les Noirs du côté de la Mauritanie et dans le monde arabe de manière générale. Il est arrivé deuxième avec 18% d'un scrutin
controversé parce qu'on pense qu'il a eu beaucoup plus en réalité. Mais on est dans cette voie-là. On a au Niger le député Oumarou Abdelrahman, qui est un député panafricaniste extrêmement engagé, qui est lié à notre ONG et qui se présentera aux élections présidentielles. Donc c'est un combat de longue haleine que nous devons effectuer. Cet endroit, ce territoire du Sahel, avec la Mauritanie, avec ce fameux G5 qui actuellement essaye, on voit que l'Europe ou la France essaye de créer un groupe, ça montre encore une fois que ça sera pas simple et que comment doit se définir l'homme africain d'aujourd'hui, de demain? Ça, c'est une question vraiment très ouverte, c'est une question philosophique. J'adore la philo, mais on risque de faire plus d'une heure. Non. Parce que comment on doit se définir l'homme de demain, c'est pour que je puisse après faire la transition sur le CAF réunionnais. D'accord, non, comment l'homme africain doit se réunir en fonction de son propre paradigme. Vous avez parlé tout à l'heure de pauvreté. Le continent africain est la terre la plus riche du monde, tout le monde le sait, avec le Moyen-Orient. Ce sont les deux zones tampons en réalité. Et paradoxalement, ceux qui sont censés être les régions les plus riches du monde sont les régions les plus pauvres. L'Occident, qui compte les pays les plus riches dans leur paradigme, parce que le PIB c'est aussi quelque chose d'extrêmement subjectif. On va pas demander à quelqu'un dans le village, un praticien ou un métaphysicien africain qui est capable d'être en harmonie avec la nature, qui sait soigner les gens avec des plants. Vous n'allez pas lui leur demander c'est quoi ton PIB, parce qu'il va pas comprendre quelque part. C'est une autre réalité, c'est un autre paradigme. Et il faut aussi qu'on comprenne, comme le disait René Guénon, que le chaos du monde moderne, la modernité, c'est peut-être l'une des pire phase de l'histoire de l'humanité parce qu'on est tombé dans un matérialisme exacerbé où c'est la planche à billets, c'est les pièces, c'est le métal qui compte, mais pas la pensée, pas le rapport de l'homme avec son environnement. Et là, l'Africain l'a compris. L'Africain a un rôle, a une ontologie qui fait que le rapport qu'il a dans l'environnement est différent, même si, de par, quelque part, la mondialisation, la globalisation, le néolibéralisme, on pousse une partie de la population, quelque part, à devenir, je le redis, étrangère à elle-même et à faire ce qu'elle n'a pas été habituée à faire auparavant. Mais l'Africain doit se retrouver lui-même, sa place dans le monde, comprendre qu'il n'est pas une minorité, mais une majorité, et que les peaux sombres de la planète sont la majorité de la planète, et que ceux qui nous dirigent sont en réalité une minorité. Et là, je pense qu'un certain nombre de choses vont changer. La création d'une monnaie africaine, pour remplacer justement le CFA, concourra justement à ce que l'homme africain puisse se définir. Définitivement, tout dépend après, encore une fois, sur quel principe et sur quel principe s'appuie, là encore une fois, cette monnaie africaine. Mais Muammar al-Kadhafi, je pense, avait donné la voie, avait donné la direction quand il parlait du dinar or et qu'il expliquait que cette monnaie devait s'appuyer non pas sur des banques centrales extérieures, mais sur nos propres ressources, avec des nouvelles banques centrales qui seraient plus que jamais restructurées, qui s'appuieraient sur nos ressources minières, sur l'or, sur le diamant, sur le cobalt, sur etc., etc. On a beaucoup plus de chances de s'en sortir que lorsqu'on s'appuie évidemment sur le trésor public français. Et la religion a sa place. Il y a les rites, les traditions, il y a la religion. Cette part-là, comment la gérer? Parce que on voit entre l'Afrique du Nord, le Maghreb, on voit avec l'Afrique noire, on voit qu'il n'y a pas toujours la même... ils sont pas toujours sur les mêmes postures. Est-ce que les traditions, la religion, quand on parle de village, c'est une façon de gérer différemment? Comment gérer un village, comment gérer un pays, quelles sont les règles à mettre en place, comment faire pour que la religion ne soit pas un élément de division? Moi, je suis un pérennialiste, c'est-à-dire que je suis un traditionnaliste dans l'acception de ce que l'on appelle la tradition primordiale. La tradition primordiale dont parlait le métaphysicien René Guénon, un blanc comme quoi, mais qui n'a pas inventé, c'est loin d'être mon guide en tant que tel, mais c'est quelqu'un qui a repris ce que nos populations savaient depuis très longtemps et qui l'a exprimé d'une manière suffisamment claire pour que je puisse en faire témoignage ici. Il disait que à la base, il y a une tradition primordiale qui est le message que Dieu, l'autorité suprême, a donné à la population et qui s'est disséminé à différents endroits du monde, là où la population a migré. Donc il y avait différents gardiens de cette tradition, de ce message initial qui était présent. Et au fil des temps, de par des rites, de par une différente forme de pratique, certes, mais un message initial qui restait quand même le même dans le contenu, même s'il y avait différents contenants, eh bien, le message initial s'est diffusé à différents endroits du monde. Et on en retrouve des traces un peu partout. Et il dit que les diverses spiritualités du monde d'aujourd'hui sont les diverses branches d'un seul et même tronc.
Mais moi, je pense que quand on va dans cette acception, on comprend beaucoup plus les choses que quand on rentre dans un conflit de civilisation dont aimait parler Samuel Huntington, en disant qu'il y a les uns qui sont la vérité et les autres qui sont dans le mensonge. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis revenu au Vaudoun, parce que je suis issu d'une grande famille vaudoune dans ma famille, au Bénin, d'accord? Et c'est une acception mettant ensemble qu'est la tradition primordiale. Mais comprendre, mettre le vaudou dans le cadre de la tradition primordiale, c'est aussi intégrer et respecter que d'autres peuvent avoir une autre façon d'exprimer leur spiritualité, d'accord, sans pour autant être dans une logique de les culpabiliser. Et c'est pour ça que, par exemple, contrairement peut-être à certains de l'école, entre guillemets, afrocentriste, je ne suis pas dans une démarche de m'opposer parce que j'ai un long parcours, je suis né chrétien, j'ai été formé politiquement à la Nation of Islam, avant de revenir au vaudou de manière générale. Mais ma compréhension de la tradition primordiale me fait comprendre que tout ça fait partie d'un même ensemble. Le vaudou n'est plus proche de la racine que les autres, d'accord? Mais ça ne me pousse pas à cracher sur les autres. Il faut respecter les diverses sensibilités spirituelles de chacun parce qu'il y a quelque part une part de vérité partout. Il y a aussi une part de vérité dans le fait que l'évangélisation a été aussi une arme de la colonisation. Tout comme l'arabisation aussi, ouais. Parce qu'on ne le dit pas assez, on a tendance à croire que c'est qu'un problème de christianisme. Mais lorsque les Arabes sont venus voir les Africains, ils ne sont pas venus avec des kebabs ou avec uniquement un charmant en disant ketchup, salade, tomate, oignon. C'était autre chose. Il y avait des chaînes, il y avait autre chose qui était présent, il y avait des fouets. Et il y avait une volonté de forcer la population à se soumettre à leur perception, à leur compréhension du Tout-Puissant. Or, l'unicité divine, l'autorité suprême, l'attestation qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il a son gouvernement avec des anges que d'autres appellent les ancêtres, que d'autres appellent les Netcherou, etc., c'est, ou que dans le vaudou haïtien on appelle les Loas par exemple, eh bien c'est quelque chose qui ne peut pas leur appartenir à eux, qui existait à une époque où même ces derniers n'existaient pas, puisqu'ils sont eux-mêmes le fruit d'un mélange, et que ce n'est pas la population initiale. Donc je pense qu'il y a, et c'est là où je parle moi de complexité, il est nécessaire pour nos populations de voir le monde dans sa globalité. Moi, à titre personnel, par exemple, mes parents, ce que je considère comme mes références spirituelles ou politiques, quand j'ai mes références, pas ultimes, mais en tout cas mes parents, c'est des Rastafari, Père Emerja, par exemple, au Bénin. Je suis pas Rasta, mais la sagesse qui est la leur me parle profondément. Et leur prophète, Marcus Garvey, est un prophète pour moi aussi. Parce que quand on parle de prophète, on parle de prophétiser, d'annoncer quelque chose. Donc, mais ça ne m'empêche pas que je vais respecter un musulman, un chrétien, ou autre, ou un bouddhiste qui sera dans cette démarche-là. Donc, il y a une vision globale à avoir. Et je suis un passionné, moi, de métaphysique. Ça me permet aussi de pouvoir m'asseoir partout. Tu veux dire qu'à ce stade-là, aujourd'hui, Kémy Séba est sur un point, c'est-à-dire qu'actuellement la neuroscience travaille sur ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire les souffrances du passé, comme l'esclavage, tous les traumatismes aujourd'hui. Est-ce que cette part-là aussi, l'Afrique doit la regarder, c'est-à-dire cette souffrance du passé, elle doit la regarder, l'accepter, et pour pouvoir essayer justement de construire un avenir? La meilleure façon de la soigner, c'est de la faire disparaître, parce que la souffrance du passé est malheureusement encore souffrance présente. Donc ma thérapie, je vous le dis, plutôt que prendre du Doliprane ou du Dafalgan, ma Dafalgan à moi, c'est de chasser le colon. Voilà, en Afrique francophone, et de faire en sorte, mon Dafalgan dose forte, c'est de faire en sorte de répartir les richesses de manière égale, et qu'il n'y ait pas une minorité de la population qui contrôle la majorité de la population, comme c'est le cas par exemple à l'île de la Réunion. Alors justement, puisque Et pas besoin de prescription pour ça. je voulais venir là-dessus. On parle de l'esclavage, quand on parlait dans l'homme tout à l'heure, 1789, 1848 l'abolition. Non, c'est pas ça, je cherchais la date en fait de la première abolition. Je crois que c'est 1700. J'ai oublié. Tant pis. Je vais essayer de retrouver. C'est juste après 1789. C'est juste après 1789. 5 ans après. Donc l'esclavage est aboli, mais pas à la Réunion. D'une part, quand on parle de colonie. Et après, il y a tout ce qui va découler jusqu'à 1848. C'est Napoléon qui va rétablir donc en 1802 l'esclavage sur les territoires. La question, encore une fois, c'est comment aujourd'hui les peuples, et je dis bien les peuples, on parle de l'esclavage pour les Noirs, mais je veux juste quand même dire une chose, l'esclavage a été aussi pour les Blancs. Les premiers esclaves sont des Slaves, c'est des Blancs. Qu'est-ce qui explique, comment doit-on regarder ça justement, le fait que c'est l'esclavage noir qui a été le plus, je dirais,
le plus fort, qui a été le plus terrible? Vous savez, la nuance, elle est quand même de taille. Il y a une différence entre le servage, l'esclavage. Et en effet, quand on parle d'esclavage, la racine de slavery, d'esclavage, c'est les Slaves. Ouais. C'était des Caucasiens qui étaient mis en esclavage par des esclavagistes, et ceux qui étaient les meilleurs businessmen de l'époque, qu'ils sont encore aujourd'hui, qui étaient les esclavagistes juifs hier, en majorité. Il y avait aussi des esclavagistes arabes, hein, bien évidemment, mais c'était une majorité quand même de la première composante que je viens de citer, sans faire aucun essentialisme, je tiens à le préciser. Et quand on déportait ces gens, on leur volait pas leur nom, on leur volait pas leur religion. Il y avait un autre processus, on ne voulait pas les forcer à faire rentrer dans un monde qui n'était pas le leur. On leur disait juste, tu es notre esclave, tu fais ce qui est déjà quelque chose d'inhumain et qui est un crime contre l'humanité. Mais l'esclavage de notre peuple, ça a été un processus très différent, parce qu'on leur a volé leur nom. Et beaucoup d'esclaves noirs qui sont venus à La Réunion ne savaient plus d'où ils venaient, n'avaient pas de nom, n'avaient qu'un numéro. Et on le voit aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de recevoir des descendants d'esclaves africains sur ce plateau, de mozambicains, pardon, sur le plateau, qui nous disaient, mais nous, on ne sait pas. Les Cafres à La Réunion ne savent pas de quel village ils viennent, de quel pays ils viennent. Ils ont pas de racines. Et c'est pour ça que parler du Cafre à La Réunion aujourd'hui est très important, parce que eux, ils sont vraiment totalement déstructurés. Bien sûr. Non, mais j'ai envie de dire que la situation de notre peuple ici, Cafre ici, et la situation à micro-échelle de ce que notre peuple subit à différents endroits. C'est-à-dire que tout a été fait pour lui faire perdre la racine de lui-même, de telle sorte qu'il ne puisse pas tenir face au coup extérieur. Ce qui n'a pas empêché qu'il puisse y avoir certaines, j'ai envie de dire, traces de notre tradition, de notre histoire, qui perdurent de génération en génération. Mais après, il y a aussi la nécessité parfois de la réinvention face au manque de racines sur un certain nombre de points. Mais l'identité CAF est extrêmement vitale et importante, même si elle fait peur à certaines parties de la population, évidemment, parce que c'est ce qui permettra à la Réunion de redevenir, au peuple réunionnais, de redevenir lui-même et de se renraciner dans un monde qui ne sera pas simplement le monde de, entre guillemets, l'océan Indien, alors qu'on est à 3 heures d'Afrique du Sud ici, mais de l'Afrique de manière générale, parce que la Réunion est africaine de manière intégrale, quoi qu'on puisse en dire. Mais géographiquement parlant déjà. Géographiquement parlant, ouais. Et majoritairement en termes de population aussi. Ouais. Et je pense qu'il est extrêmement important, le CAF étant pour moi la cafitude, si on doit appeler ça ainsi, et la négritude sont les deux facettes d'une même pièce. C'est rendre amélioratif ce qui était censé être quelque chose de péjoratif il y a quelques années, mais cette identité, c'est ce qui constitue la racine du peuple réunionnais. Et c'est ce qu'on veut asphyxier. On nous parle de vivre ensemble, mais qu'est-ce que vous parlez de CAF? Vous êtes un peuple métissé. D'abord, est-ce que l'Africain sait d'où vient ce mot cafre finalement? Alors, il y a plusieurs... Hier même, on était en réunion avec la majorité des associations engagées ici, ce qui était vraiment un rendez-vous extrêmement important et très touchant. Et il y avait déjà peut-être des disparités aussi de compréhension. Quand je dis disparités, des différences de compréhension ou d'interprétation. Parce que compréhension, tout le monde a compris, mais chacun interprète à sa façon sur cette identité. Certains parlent de kafir, d'autres parlent de... Kéfir, c'est le mot qui est utilisé en Afrique du Sud, je crois, pour dire nègre. Hein. Voilà. Ouais. C'est pas utilisé par les Sud-Africains. Non, c'est par les Blancs et par les Américains par les autres aussi. Populations. Ouais. Bon, kéfir, à la base, c'est arabe, jusqu'à preuve du contraire. Donc, les esclavagistes arabes, quand ils parlaient des Noirs, ils nous considéraient comme des infidèles, des incroyants, des mécréants. Et c'est comme ça qu'ils nous appelaient. Et quelque part, ça a additionné à leur principe de négrophobie parce qu'on n'était pas dans leur perception de la compréhension à Dieu, alors qu'en réalité, on comprenait Dieu à une époque où ces gens-là n'étaient même pas encore debout et civilisés, si tant est qu'il a été. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette situation, sans faire d'essentialisme aucun évidemment, par rapport à cette situation, il y a eu des interjections qui ont été données à notre population et ces interjections, par la suite, ont été rendues positives. Je pense qu'il faut aussi qu'on puisse le dire. Et après, d'autres disent que CAF n'est même pas lié à ça. Et il faut, je pense, laisser au Réunionnais lui-même la possibilité de définir sa propre identité. Alors justement, on a parlé de la Réunion parce qu'on parle du métissage. D'abord, on sait comment s'est fait le métissage. Juste un forcé. Métissage romantique par le viol, donc je suis pas sûr que ce soit un métissage quelque part. On va essayer de rester concentré. Non, je sais, j'ai dit métissage forcé. On se comprend là-dessus. Mais il y a malgré tout les vagues migratoires qui vont commencer
vers 1830 avec les engagés chinois, puis à partir de 1848, les engagés hindous vont commencer à arriver un peu avant 1848. On va voir arriver donc des Australiens, des Mozambicains, des Sénégalais, on voit arriver vraiment beaucoup de monde, y compris dans le peuplement réunionnais. Il faut maintenir les métropolitains, parce que eux arrivent aussi dans d'autres conditions, mais ils sont là, ils participent au peuplement de la Réunion. Alors, d'abord, comment définir... Pardon ? Ils viennent par Corsair. On va essayer de rester concentré. Ça va peine, ça. Première classe. La question est comment aujourd'hui regarder ce peuplement, ce métissage, forcé ou pas, mais comment le définir de l'extérieur et à la rigueur à travers le regard de Kémy Séba. Vous savez, ce qui est intéressant dans leur appellation du métissage, d'ailleurs je trouve que c'est un terme extrêmement barbare, parce que quand des êtres humains se rencontrent, on veut mettre une catégorisation sur ça, ça veut dire déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une compréhension de l'humanité qui est très complexe, qui est à réinterroger quelque part. Mais ce qui est intéressant, quand on compare la population réunionnaise dans sa globalité, donc CAF dans sa majorité, aux populations caucasiennes, on se rend compte que malgré l'incorporation telle une salade niçoise, d'éléments de Chine, d'éléments d'Inde, d'éléments tamouls, d'éléments, etc., plus les afrodescendants, on se rend compte que dans le regard des autres, on est toujours des CAF, vous êtes toujours des nègres, dans le regard des autres. Si je vous prends vous, je vous amène à New York ou je vous amène à Paris, vous serez vu avec votre nez épaté, vous ne serez pas vu, on va pas dire, ah lui c'est un Réunionnais, non, on dira c'est un nègre. Donc, et ici on dira c'est un CAF. Donc, Dieu est tellement puissant que malgré la barbarie de certains, la réalité historique et l'ontologie de certaines populations ne disparaît pas, et au contraire ça s'enrichit. Vous avez parlé des Indiens, vous avez parlé des Chinois. Ce sont des populations que, moi, dans ma formation politique, on parle de original people. C'est-à-dire que ce sont les peuples premiers. Oui. Et donc... mais ils sont noirs au départ. Voilà, si on écoute Michel Brunet, qui est paléontologue au Collège de France, si on écoute Yves Coppens également, eux parlent l'un dit que nous sommes tous africains, l'autre dit nous sommes tous noirs. Lui, il n'est pas africain, Coppens. Ça, c'est autre chose. Mais, non. Après, c'est plus facile de dire qu'ils le sont. Non, on parle des racines. C'est-à-dire que si on part, parce que... Bien sûr, on est l'arbre de l'humanité, on est la racine de l'humanité. Ça, lui a trouvé, je crois que c'est Brunet qui a trouvé le fossile de Toumaï au Tchad, et eux datent donc à 7,2 millions d'années ce fossile. Ça veut dire que le point de départ du peuplement du monde, c'est l'Afrique. Alors, bon, tout d'abord, je tiens à préciser une chose qui est importante, je pense, de rappeler. Définir le monde à partir des découvertes de l'homme blanc, qui est le dernier né dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est la population qui n'était pas la première. Il faut qu'on se dise les choses sans suprématie aucune, mais vraiment en compréhension historique, tout comme le dit d'ailleurs monsieur Coppens, même s'il le dit différemment. Je pense que c'est quelque chose de dangereux. Et c'est pour ça que nous partons du principe qu'on est les populations premières. L'histoire le prouve, quand on la connaît un minimum. On étudie les civilisations amérindiennes, on étudie les civilisations négro-africaines, on étudie les civilisations du côté du Moyen-Orient ou d'Asie. Les populations originelles à la peau sombre étaient présentes, comme l'explique Runoko Rachidi ou Cheikh Anta Diop, étaient présentes partout. Maintenant, Moïse Coppens, c'est le Dr Khalid Mohamed qui a dit qu'en effet, on était présent aux quatre coins du monde et on avait développé des schémas civilisationnels partout. Et la population caucasienne est arrivée en dernière dans l'histoire de l'humanité, ce qui ne la rend pas inférieure à d'autres. On est tous pareils, tous égaux. Enfin, tous pareils, non, mais tous égaux. D'accord ? Et par rapport à cette situation-là, cette historicité, cette temporalité a aussi une incidence à l'échelle du monde. On est tous africains ? Non, on n'est pas tous africains. Mais on est tous issus de l'Afrique. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Et effectivement, et justement, cette question-là, elle est là aujourd'hui, on voit à La Réunion, mais qu'est-ce qui fait que finalement, cette base, ces origines, ces racines que nous avons tous, finalement, mais aujourd'hui, certains trouvent... matière à la discuter. Non seulement à la discuter, mais à la contester. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand votre maison est une poubelle, ou est considérée comme une poubelle, et que vous revendiquez de cette poubelle, vous serez vu comme un déchet par beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que moi je suis aussi dans l'autocritique. Le continent africain n'est pas une poubelle, mais les grandes puissances veulent en faire à la fois leur bijouterie pour les ressources minières, mais une poubelle par rapport aux populations qui sont traitées comme des sous-hommes un peu partout dans nos contrées, sur nos territoires. Et donc il faut faire en sorte que nos maisons ne soient plus traitées comme des porcheries
par les multinationales occidentales, mais comme des bijouteries. Et c'est là où le reste de la diaspora sera fier de se revendiquer comme étant issu d'Afrique. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à se revendiquer avec fierté d'Égypte dans le monde noir parce que l'Égypte est une civilisation incontestable et incontestée pour tout le monde. Et donc, on est obligé, certains sont obligés de revenir. Moi-même, mon nom, Kémy Séba, est un nom qui est lié à l'histoire de cette réalité, même si c'est la traduction de mon prénom civil. Mais je pense qu'il arrivera un moment où il faudra aussi qu'on puisse élargir le spectre de réflexion et comprendre que la civilisation de notre peuple ne s'arrête pas, ni ne commence en réalité, contrairement à ce qu'on croit, avec l'Égypte, et qu'elle est beaucoup plus globale. Et donc, il y a un travail de défrichage à faire, de déchiffrage à faire aussi, un travail de connaissance de soi, d'acceptation de soi, pour que l'on puisse aller beaucoup plus loin dans le réenracinement. Il y a une équation à résoudre, c'est le vivre ensemble. À La Réunion, même Tariq Ramadan me l'avait expliqué un jour en disant que c'est fragile votre vivre ensemble. Là, est-ce que de l'extérieur, est-ce que dans la vision de Kémy Séba, est-ce que ce vivre ensemble existe vraiment? Si oui, pourquoi et comment? Et surtout, par rapport au Brésil, qui a également un peuple très, je dirais, divers au niveau communauté, comment, puisque c'est un petit peu aussi le laboratoire du monde, parce que d'une façon ou d'une autre, on est tous enfants de la Terre, et avec la mondialisation, il faudra bien apprendre à vivre ensemble. Bon, déjà, moi, c'est sûr que mon acception du vivre ensemble est différente de celle de Tariq Ramadan. Ça, c'est pour différentes raisons. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails. Pour revenir maintenant dans d'autres points un peu plus importants, à mon sens, moi, j'entends cette histoire de vivre ensemble, etc. Ça fait quand même des siècles qu'on expérimente le vivre ensemble. Ouais. Quel est le résultat? Je pense que le laboratoire continue à fonctionner et qu'on n'a toujours pas de résultats. Que les recherches continuent. Oui, les recherches continuent. Bon, les recherches continuent, mais on a des résultats. C'est que certains ont postérieur tuméfié, à force de vivre ensemble avec une autre partie de la population qui ne cesse de les entuber depuis des siècles. D'accord. Et d'autres sont très bien. Parce que celui qui entube n'a pas la même douleur que celui qui se fait entuber. Et je parle avec poésie. Donc, le vivre ensemble, il arrive un moment où je pense que on doit aussi être capable de le réinterroger. Et c'est comme un couple. On dit vivre ensemble. Mais quand vous faites tabasser par votre mari ou par votre femme, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme par votre femme, ou si vous êtes une femme par votre homme, si vous faites tabasser pendant 30 ans, vous interrogez le vivre ensemble. Et vous dites, bon, peut-être que comme mon visage est bariolé, que j'ai un troisième œil qui pousse là, ou qui pousse là, tellement je me suis fait tabasser, peut-être que je vais réinterroger le vivre ensemble et que je vais songer à un divorce ensemble. On va divorcer. Et moi, je pense que notre peuple on est un peuple qui est très tolérant dans le mariage. Parce qu'un mariage où il y a 5 siècles de viol, où il y a du pillage continu, on est au 21e siècle aujourd'hui. Dans la prétendue mondialisation, dans le prétendu rapprochement des peuples. Mais il y a un peuple qui toujours, continuellement, partout où il passe, est dans une démarche d'agresser le reste des populations, de voler le reste de la population, qui est majoritaire, même si on a fait croire que c'était une minorité. Et on lui dit, bon, vous voulez le vivre ensemble, c'est beau quand même. Non, c'est beau pour celui qui dirige, pas pour celui qui est pillé. Et donc, moi, j'ai conceptualisé ce qu'on appelle le divorçons ensemble, oui. Et organisons-nous chacun, et puis peut-être qu'on sera amis demain, mais réorganisons-nous nous-mêmes, parce que le vivre ensemble n'a pas donné de bons fruits. D'abord se définir par rapport à soi. À soi-même, plutôt que par rapport au paradigme de Jules Ferry, franc-maçon, négrophobe, hystérique français. Ne pas essayer de créer un puzzle avec des morceaux qui ne correspondent pas. Non, la meilleure façon de créer le puzzle, c'est de créer un puzzle avec des pièces qui sont harmonieuses, qui se ressemblent en majorité, et la minorité, elle peut être à un endroit là, elle se ressemble aussi. Et puis, nous, on n'est pas en train de dire que la minorité doit finir à la mer, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est des gens tolérants. On dit qu'il faut que le puzzle se trace et se constitue avec des pièces qui se ressemblent en majorité, et la minorité reste à la place qui est la sienne. Vous êtes bien placé pour le savoir. Je veux dire que ce peuple de la Terre, ce peuple du monde est en construction. Il continue à être en construction. Il le sera toujours. Il le sera toujours, d'une façon ou d'une autre. Mais comment faire en sorte qu'il y ait une forme de respect mutuel, qu'il y ait une forme de respect de la dignité de l'autre, surtout. Et que finalement, quand on se regarde en tant qu'humain, mais non pas on voit pas d'abord les différences. Je veux dire, les différences, on les verra toujours. Il y a des gens qui sont venus sur Terre pour nous apprendre les différences. Quand on dit noir,
nègres, blancs. Nos populations n'avaient pas cette... même dans la description du monde, des diverses parties du monde, il n'y avait pas des qualificatifs méprisants ou autres Autant qu'il y en a pour le peuple. pour définir les peuples qui étaient différents de nous. Mais il y a une partie de la population qui, lorsqu'elle arrivait sur Terre, elle a décidé d'accoler des qualificatifs péjoratifs à tous ceux qui ne lui ressemblaient pas. Ça, il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Et ce n'est pas Kémy Séba qui se lève le matin, penseur panafricaniste pour le dire, c'est l'histoire qui le prouve et qui le rappelle. Donc maintenant, par rapport à ça, pour qu'on ne voit plus les différences, vous savez, il y en a qui sont des grands peureux de ce que l'on appelle le grand remplacement. Ils ont l'impression qu'ils vont être submergés partout parce qu'ils ont une très grande conscience qu'ils sont une minorité. Et parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire des enfants aussi peut-être, là où nous on en fait beaucoup. Et moi je pense que le monde a commencé d'une façon et terminera de cette façon. Et que la vie c'est un cycle. C'est aussi mon côté traditionnaliste qui parle. La vie c'est un cycle et quand on parle de révolution, on parle en réalité de retour à la racine. Les gens pensent que révolution c'est simplement être dans l'évolution. Non. Révolution et évolution ce ne sont pas la même chose. Révolution c'est avancer, c'est progresser pour revenir au principe initial. Parce que dans la compréhension du monde traditionnel, l'initial est la perfection. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors que le temps qui passe est la régression. Mais revenir de manière circulaire sur soi permet de revenir à ces principes. Et il y a une population qui était là au départ, qui était là au commencement, et je le dis avec froideur, qui sera là à la fin. Et elle le prouve un peu partout, elle est en train de se démultiplier partout. Et c'est pour ça que certains, dans une ingénierie sociale mal formulée, tel Emmanuel Macron qui lui-même n'a pas pu enfanter ou n'a pas pu être père aujourd'hui, j'en suis navré pour lui, je salue Brigitte qui elle a pu l'être il y a 50 ans, 60 ans, que ces derniers soient dans une démarche d'effectuer des programmes pour contrôler la natalité de nos populations parce qu'ils disent que mais vous ne pouvez pas vous en sortir avec tant d'enfants. Ah bon? Mais on a toujours fait beaucoup d'enfants. Mais avant que vous arriviez à notre rencontre, on se débrouillait très bien. C'est vous qui avez imposé votre schéma rétréci de la compréhension du monde au reste de l'humanité et qui, parce qu'on ne rentre pas dans le cadre que vous avez tracé, vous dites que nous ne pouvons pas nous en sortir, mais nous allons vous supplanter. Alors, c'est une réalité. Comment ce peuple qui a été déraciné, qu'on a vraiment transporté dans tous les endroits du monde, comment ce peuple noir, ce peuple africain doit grandir, doit se construire de nouvelles racines? Comment ça doit se passer? On ne doit pas construire de nouvelles racines. Moi, je me méfie de la reconstruction parce que j'ai été... Ce que je dis, c'est que quand on quitte l'Afrique et on est arraché de l'Afrique, on est dans le Val d'Oise, on est aussi déraciné de l'Afrique et on est déraciné de l'endroit où on est. Et quelque part, il faudra peut-être construire des racines. Je vous parle justement, moi, de ma réalité. Ouais. Parce que je suis né en France. J'ai vécu un très grand nombre d'années. J'ai vécu la majeure partie de ma vie en région parisienne, de mes 14 ans jusqu'à mes 29 ans. Donc j'en tire une expérience. Et je sais que le processus de reconstructionnisme, c'est comme ça qu'on l'appelle philosophiquement parlant, de reconstructionnisme dans lequel j'ai été, c'est-à-dire se réinventer des racines, ça passe par le kémitisme, ça passe notamment par l'afrocentricité, est une étape. Mais ce n'est pas une finalité. La finalité, quand on parle du retour à soi, du retour à la tradition en tant que telle, c'est aller à la racine, voir ceux qui sont les gardiens de cette véritable tradition, les entendre, parler avec eux pour se reconstruire un paradigme qui soit en harmonie avec la réalité, tout en sachant que le temps est toujours en perpétuelle évolution. Aujourd'hui n'est pas hier, mais il y a des éléments d'hier qui peuvent nous permettre de construire aujourd'hui. Et donc, par rapport à ça, pour finir la réflexion, pour reprendre le cas d'espèce qui nous intéresse, en l'occurrence le cas de la Réunion, bien évidemment qu'il y a une réinvention partielle dans le sens où l'addition de différentes populations a constitué un peuple qui est un peuple originel en majorité, parce que composé en majeure partie d'une population originelle, afrodescendante en majorité, indiens, chinois, etc., etc. Et donc, sur ce terrain-là, il faut composer avec ces réalités, mais comprendre que nous sommes les peuples premiers, et non peuple de la terre, comme on l'appelle de manière poétique, version Yves Coppens ou version Ushuaïa, mais avant toute chose, peuple originel. Et qui dit peuple originel dit peuple avec une compréhension du monde qui doit être partagée par le reste de l'humanité. On doit être capable de s'accepter, de s'entendre, de s'écouter pour pouvoir avancer. À La Réunion, pour avoir discuté avec, entre autres, Charlotte Ravessala, qui est donc une anthropologue franco-malgache, et elle disait qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves, donc les CAF, ont du mal à avoir de l'ambition,
En tout cas, certains, pas tout le monde, mais en tout cas, il y a une partie qui a du mal à se dire j'ai droit à ça, je peux revendiquer. Là aussi, il y a un travail. Ça aussi, il faut absolument le faire, ce travail, pour qu'il y ait vraiment que chaque communauté qui compose la Réunion soit à sa place et tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y en a qui ne sont pas à leur place, mais qui sont bien comme ils sont. Maintenant, pour parler de notre population, en majorité, je pense que l'oligarchie occidentale, son génie a été aussi de rendre normatif l'état de démission de soi. C'est-à-dire que c'est devenu, ils ont rationalisé l'oubli de soi comme étant un état de fait et une façon de vivre. De telle sorte qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où celui qui n'a rien dit, mais c'est normal, je n'ai rien, c'est comme ça ici. On lui dit comment tu vas, ah, je vais réunionnaisement parlant, ou on fait aller, etc. Oui. Et c'est ce fatalisme dans lequel on nous a insérés, c'est quelque chose qui est lié à ce processus d'être étranger à soi-même. Quand on ne sait pas qui on est, quand on ne sait pas qu'on est d'une civilisation de bâtisseurs, quand on ne sait pas qu'on est d'une civilisation de force puissante quelque part, eh bien on a tendance à se dire que bon, dans ce monde-là, allez, on essaye de faire notre petit business, de faire notre place, et on s'oublie. On est tous passés par là. Mais je pense que la connaissance de soi, c'est pour ça que le travail de structures comme Racine CAF, comme Nation CAF, etc., sont sont des démarches véritablement qui, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, vont dans le sens de pouvoir amener les populations à beaucoup plus d'autodétermination. Et c'est un travail qui se fera avec les artistes, qui se fera avec un certain nombre de frères, un certain nombre de sœurs, qui vont dans la démarche de l'autodétermination. Comment le CAF à La Réunion, puisque c'est de lui qu'il s'agit, doit se regarder, se comprendre, voir quelles sont les stratégies amenées à l'intérieur pour faire le constat d'abord de ce qui a été, pour accepter ce qui a été, pour ensuite se dire qu'il a droit autant que les autres. Il doit changer cette vision qu'il a de lui-même pour pouvoir changer sa vision d'avenir. Ça commence par dire qu'il faut qu'on arrête de dire qu'on est tous pareils. Parce qu'il faut qu'on puisse faire une analyse démographique de la population. Il faut qu'on puisse se dire que... Malgré les mélanges, parce qu'on est un peu de tout. Oui, mais ça c'est un peu facile. Ça, non, malgré... Non, j'entends. Ouais. J'ai dit, j'ai fait le Brésil, je fais tous les pays du monde. Donc cette entre guillemets particularité-là, je l'ai entendu à de multiples reprises. Et je réagis dessus. Parce que c'est aussi ça le génie du colon français. C'est de dire, les mecs, vous voulez parler de revendications, vous voulez des dédommagements, mais... Vous avez du sang d'esclavagiste, vous avez du sang d'esclavisé. Pourquoi vous voulez revendiquer? Vous êtes aussi coupable que nous. Ça, c'est très facile. Donc, ton grand-père est venu violer ma grand-mère, mais après, tu vas dire on est tous pareils parce qu'on est liés par un pacte de sang. Non. Il y a des réalités aujourd'hui que l'on voit de manière même sur le terrain du phénotype qui font que certaines parties de la population ont plus de droits pour revendiquer des choses que d'autres. Et les propriétaires terriens et les descendants d'esclavagistes, aujourd'hui, sont encore, même si certains ne les identifient pas, mais il y a des gens qui font un travail exceptionnel, certaines associations qui font un travail exceptionnel pour ça, d'accord, pour que l'on puisse aussi savoir qui est qui et demander des comptes à ceux qui sont les propriétaires, ceux qui ont le monopole. Il faut quand même qu'on n'oublie pas qu'on dit que la Réunion est un paradis, ça dépend pour qui. On parle quand même de je ne sais pas si on se rend compte, plus de 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. 40% de la population. Je ne sais pas si on vous dit que c'est l'Occident ici, on vous dit que c'est la France ici. 40% de la population. Et généralement, ce ne sont pas des gens caucasiens qui sont dans cet état d'extrême paupérisation. Il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. 1/8 de la population, 100 000 personnes sur 800 000 habitants qui sont dans un état d'analphabétisme. On vous dit que c'est normal. On vous parle de personnes qui aujourd'hui sont ruinées, dévastées, ravagées par l'alcool. Et ce n'est généralement pas les caucasiens qui sont dans cette démarche-là. On vous parle de petites filles qui sont enceintes à 13 ans, etc. Ce ne sont pas des caucasiennes qui sont dans cet état-là. Donc il faut aussi qu'on ait le courage de se poser la question. Je peux même rajouter pour vous, si on va dans les prisons à La Réunion, on verra aussi les chiffres, les mêmes chiffres. Voilà. Et je connais bien la prison pour y avoir été invité à plusieurs reprises par l'État français. Donc, et en effet, population majoritairement similaire au nôtre, c'est-à-dire qu'ils ont notre couleur de peau, et généralement avec différence de teinte, peu importe, mais en tout cas ce sont des afrodescendants en majorité. Vous pensez que c'est un hasard? Un hasard, c'est quand ça arrive une fois. Mais quand dans 99% des cas, le hasard se répète, c'est plus du hasard, c'est une volonté qui est effectuée, qui est prônée par une autorité qui a des intérêts dans cette situation-là. Donc je dis qu'il arrive un moment où il faut qu'on se rende compte que le hasard n'est pas, et que le hasard est le nom que l'on donne pour ne pas citer les véritables problèmes parfois. Alors comment le Réunionnais, qu'il soit CAF ou autre, doit regarder
cette situation-là aujourd'hui? Il doit s'organiser politiquement. Et comment... Parce que c'est ça aussi la question. Comment s'accaparer du pouvoir? Comment revendiquer le pouvoir? En se rendant compte qu'on n'est pas une minorité mais une majorité, en se rendant compte que le peuple que l'on veut diviser est un peuple qui a beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit, et qu'on puisse s'organiser non pas comme les indépendantistes ici, qui s'associent au rassemblement abruti national, mais en s'appuyant sur une véritable démarche d'identité. Il faut un parti identitaire réunionnais, lié à l'identité CAF, en majorité, qui doit être dans cette logique de pouvoir habiter et orienter la vie politique d'une grande partie de la population, et qui doit prioriser l'autodétermination, l'autonomie, plus que jamais. Je pense que et l'autonomie dans un premier temps et d'autres étapes par la suite, mais on doit se réorienter vers le véritable travail de compréhension de soi, d'accord, s'organiser politiquement. On a des gens, moi je suis accompagné, ceux qui m'ont invité ici sont des personnalités, des frères et des sœurs qui sont dans le combat de la participation à la vie de la cité. On doit aussi être capable de rendre plus noble un principe qui est tombé dans la corruption, qui est le principe politique. Dès qu'on entend politique, les jeunes sont dégoûtés ici, à juste titre. Ce n'est pas un hasard, parce que quand on entend politique, il y a que des corrompus, il y a beaucoup de corrompus ici. Mais il y a aussi des gens qui veulent changer la vie en cité, et je pense que les associations culturelles doivent aussi prendre désormais leurs responsabilités pour beaucoup plus s'organiser politiquement, sensibiliser la population, être dans des actions coup de poing par rapport, je le dis comme je le pense, à la répartition des richesses, pour qu'il n'y ait pas un monopole. Il y a Ayotte, quand on était petit, on connaissait la famille, on connaissait la série V, vous savez, les visiteurs, ils étaient partout. Partout on voyage dans les Caraïbes, on voit Ayotte, on dit encore toi, encore vous, même là. C'est-à-dire qu'on va aller sur Mars, il y a encore Ayotte. Il faisait partie des béquets de Martinique, aujourd'hui aussi à La Réunion. Oui. Bon, apparemment, il a aussi à La Réunion, il est bien installé. Également à La Réunion. Voilà. Mais il n'est pas le seul. Hein. Non, il n'est pas le seul. Je crois qu'ils sont suffisamment nombreux, et le CAC 40 montre qu'il s'enrichit. La question, c'est cet élément-là, ça va se développer donc dans une conférence de presse, donc dans une conférence unique qui sera organisée le vendredi 28 juin donc à Saint-Denis. Ce sera donc à la salle Candin. À quelle heure? 18h comme d'habitude? 19h? Ouais. 19h30 donc à la salle Candin, donc un rendez-vous avec Kémy Séba. Ça a été en tout cas un plaisir d'échanger. C'est une première rencontre et pas préparée du tout pour le dire. On va quand même pour vous dire que c'est Réveil Citoyen Réunion, Frères de Son, Racine CAF, Nation CAF, Nous les Capables et Villa Zen Studio. Pardon. CAFPAB. Ah, d'accord, en plus, c'est vrai que c'est CAF. Non, il est marqué. Oui, CAFPAB, effectivement. Donc, je m'excuse. Donc, CAFPAB, donc, qui a participé donc, à cette venue, à faire en sorte que donc, Kémy Séba soit à La Réunion. Voilà, vous avez eu l'occasion ce soir. Ça aurait été génial qu'ils puissent apparaître rapidement tous à l'écran. S'ils veulent venir, moi, je veux bien que tous soient là, histoire de. Par contre, de faire vite, parce qu'on a déjà dépassé le temps, messieurs, de venir. Donc, voilà, tous ces gens-là seront avec. Il faut les féliciter parce qu'ils ont fait un très grand travail. Ils ont investi beaucoup pour qu'on soit là. Et c'est très important que la population puisse voir qu'il y a des gens qui sont les gardiens de notre peuple, qui se battent, des gardiens et des gardiennes. Les femmes ne sont malheureusement pas là ce matin, mais elles sont très présentes. On va juste dire, donc il y a Mathieu Lode. Nathaniel. À chaque fois, j'ai toujours du mal avec ça. Voilà. Et Soko. Voilà, donc vous les retrouverez donc. Soko Lokaf, qui est un très grand artiste, il faut le dire, et même s'il est très humble, très engagé. Et c'est important que les gens, tout comme le frère ici, d'accord, Nathaniel qui est très engagé aussi, ce sont des gens qui ont une vision, d'accord. Et lui, le frère, j'ai pas besoin de vous le présenter, mais la Réunion va compter sur lui dans les temps à venir à un degré qu'on ne peut pas imaginer. Et j'ai oublié ce que j'allais dire. Donc je rappelle donc 19h30, vendredi 28 juin, donc à la salle Candin. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Merci également à Lalaine, merci François pour tout ça, pour toute l'organisation. Et que, comme je le dis souvent, comptez bien votre soirée sur Télécréole. Bonsoir chez vous.